Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue au TNB pour cette nouvelle séance de cinéma et jeux vidéo. Je pense qu'il y a des habitués parmi vous, j'ai l'impression d'en reconnaître. Cette séance s'articule en deux temps. Ce premier temps donc d'analyse de gameplay du film Hellblade: Senua's Sacrifice qui s'affiche derrière moi. Et puis le deuxième temps, c'est à 21h, un film qui est en lien avec ce jeu vidéo. Le film qui a été choisi, c'est Le Guerrier Silencieux, le Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn. La séance aura lieu dans la salle Jouvet, au 3e étage du TNB. Pour nous accompagner, enfin plus que pour nous accompagner, pour nous proposer ces séances de jeu, c'est Jean-Baptiste Massuet, que vous découvrez à ma droite, et qui nous accompagne. Vous pouvez l'applaudir. J'ai l'impression que je n'ai pas besoin de vous présenter Jean-Baptiste, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et aussi parce que cette séance est enregistrée. Donc là, je suis en fait en train de présenter la séance aussi pour ça. Jean-Baptiste est donc maître de conférence en études cinématographiques à Rennes 2, et dans ses enseignements, il y a un enseignement, comme vous le savez, cinéma et jeux vidéo. Ces séances ont donc été créées en partenariat avec nous, d'un amour commun pour le jeu vidéo, et des compétences de Jean-Baptiste sur l'analyse de gameplay et l'analyse d'images. Voilà, donc cette séance est enregistrée, ce qui vous permet de retrouver ces séances sur notre page YouTube. Donc si vous avez des gens qui ne peuvent pas assister à ces séances, sachez qu'ils peuvent les revoir en ligne. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci Stéphanie, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée. Alors, je vais commencer par une petite question, savoir un peu qui a déjà vu une séance, enfin, qui n'a jamais vu une séance cinéma-jeux vidéo, quand même, pour me faire une idée s'il y a quand même des... Ah oui, quand même, donc c'est quand même plusieurs personnes qui n'ont jamais vu ce dispositif, donc je vais un peu le réexpliquer évidemment avant de lancer un petit peu la réflexion et puis du coup l'analyse. En effet, cette volonté d'analyser les jeux vidéo, elle est née d'un partenariat, donc d'une rencontre aussi entre les compétences des personnes du TNB et les compétences de l'Université Rennes 2, avec la volonté de croiser les regards autour d'œuvres vidéoludiques avec une des idées venues du cinéma, voir ce qui se passait lorsque on analysait un jeu avec des grilles analytiques venues du cinéma. Et donc depuis maintenant 1 an et demi, je crois, on fait comme ça un petit cycle de rencontres autour du cinéma et du jeu vidéo, avec donc souvent des débuts de jeu. Enfin, c'est un peu l'idée que j'avais au départ, c'était d'analyser une ouverture de jeu vidéo sur 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, pour essayer de voir un petit peu quel principe et parti pris de mise en scène on pouvait trouver dans ces objets vidéoludiques, et de voir comment tout cela conditionnait un petit peu le joueur pour la partie à venir. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis un extraordinaire gamer. Non, c'est pas vrai du tout. Donc évidemment, ces séances ne sont pas là pour faire de la démonstration technique. On est là vraiment pour analyser les images. Donc les compétences dont parlait Stéphanie Jeunesse sont vraiment des compétences d'analyse de l'image et pas des compétences de gamer ou de jeu. Pas de skill ici. On n'est pas dans une logique de chaîne Twitch où je vous ferai des grandes prouesses techniques avec le personnage que vous allez découvrir dans un instant dans le jeu. Donc il est possible qu'il se passe des choses un peu inattendues, parfois sur des combats qui vont avoir lieu lors de cette session de jeu. Il n'est pas du tout impossible que je décède en plein milieu d'une partie, et que ça m'oblige à revenir un peu en arrière, mais c'est pas très grave en final, parce que c'est pas l'enjeu évidemment qui va nous intéresser. Alors cette séance en particulier, elle est quand même liée à Travelling, puisque il y a eu, il y a quelques jours, une conférence qui s'appelait les conférences Made by, avec des personnalités du secteur industriel qui viennent en fait s'exprimer autour de technologies numériques. Et là, c'était en l'occurrence un moteur graphique de jeux vidéo, le moteur Unreal Engine. Donc des personnalités proches de ce moteur ont été présentes pour en discuter. Et donc l'idée, c'était de faire une séance de jeu autour d'un jeu qui utilise ce moteur graphique. Donc d'où le choix de Hellblade, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui utilise la version 4 de ce logiciel, qui crée des images extrêmement photoréaliste, comme vous allez vous en apercevoir. C'est un jeu de 2017 et pourtant on a l'impression qu'il n'a pas vieilli. Il a toujours cette présence visuelle qui est assez impressionnante. Et puis l'idée, c'était surtout de voir comment
la question du photoréalisme, donc, qui est liée à ces moteurs graphiques de jeux vidéo, peut inciter à penser le jeu dans une logique ou dans une optique cinématographique, tout en se demandant si finalement cette proximité avec l'image photographique, elle n'amène pas d'autres idées, peut-être plus éloignées du cinéma, qui seraient plus liées à ce que le jeu essaie de nous raconter, essaie de nous faire ressentir aussi par rapport au sujet dont il traite. Alors dans les sessions précédentes, on a pu aborder des jeux qui étaient considérés pour beaucoup comme des œuvres d'art, des jeux extrêmement importants. On avait parlé de Shadow of the Colossus, on avait parlé de Silent Hill 2, on avait parlé du premier Resident Evil, etc. J'avais aussi pu évoquer un petit jeu indépendant qui était le jeu Observation. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans une sorte d'entre-deux, un jeu qui n'a pas l'aura des prédécesseurs que je viens d'évoquer, qui n'est pas du tout considéré comme une œuvre d'art à part entière ou un jeu important dans l'histoire du média vidéoludique, mais qui pourtant a eu, je pense, son importance au moment où il est sorti. C'est un jeu qui me paraît tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Et puis c'est un jeu qui est à la frontière entre le jeu à gros budget, qu'on appelle les jeux AAA dans le jargon du vidéoludique, et le jeu indépendant. Ce qui fait que c'est un jeu qui a pu capitaliser sur des prouesses graphiques assez impressionnantes, avec une technologie quand même assez rodée, tout en proposant des pistes thématiques assez étonnantes pour un studio de cette envergure, donc le studio Ninja Theory, qui en est à l'origine. Ce qui fait qu'on est sur un jeu un peu étonnant, un peu bizarre, un peu étrange, qui à la fois a la teneur visuelle des grandes productions vidéoludiques à très gros budget et qui va à la fois proposer une expérience qui n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Vous allez vous en apercevoir, c'est pas un jeu forcément très agréable à plusieurs niveaux. C'est un jeu qui résiste beaucoup aux joueurs, qui propose des situations ludiques qui ne sont pas toujours très engageantes, parfois pas agréables, mais qui sont là en fait pour nous proposer un discours sur quelque chose, enfin une idée en particulier dont nous allons traiter évidemment ici. Je vais vous en dire un petit peu plus sur le scénario du jeu. Donc Hellblade est sorti en 2017, je le disais. Il nous raconte une histoire un peu inattendue, celle d'un personnage qui s'appelle Senua, une guerrière picte en 875 après Jésus-Christ, dont on va suivre le parcours en fait vers le royaume de Hel, le royaume de Helheim dans la mythologie nordique, pour amener l'âme de son amant défunt, qui a été tué lors d'une attaque de vikings en fait, dans son village. Les Pictes étaient un peuple en Écosse qui effectivement avait résisté à l'Empire romain pendant assez longtemps, et c'est les Vikings qui ont réussi à les vaincre au 8e siècle. Et effectivement, ici, on va suivre ce personnage qui va en fait essayer de sauver l'âme de son amant qui est décédé justement lors de cette bataille avec les Vikings. Et la grande idée de Ninja Theory réside dans cette caractérisation de son personnage principal, qui va vraiment être le lieu vraiment extrêmement intéressant de ce jeu, qui n'est pas une héroïne de jeu vidéo habituelle ou traditionnelle, et encore moins ce que je pourrais appeler une sorte de coquille vide que représente en général un avatar de jeu vidéo, qui est en fait une sorte de figure qu'on va incarner le temps du jeu et qui n'est pas là pour être caractérisé comme un personnage, mais plutôt là pour nous projeter dans la fiction ludique. Ici, le personnage de Senua est un vrai personnage qui nous résiste donc en quelque sorte, qui est vraiment caractérisé avec plusieurs idées assez intéressantes, vous allez le voir. Et elle est par ailleurs interprétée par une actrice qui s'appelle Melina Jurgens, dont on a clairement loué le jeu à l'époque dans la presse vidéoludique, ce qui est quelque chose d'assez rare en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment été mis en valeur dans la promotion de ce jeu. Alors on va rapidement découvrir que ce personnage, en fait, et c'est la grande idée de Hellblade, est un personnage qui souffre de psychose. Et c'est là-dessus que Ninja Theory a voulu vraiment insister dans son récit, dans son traitement. C'est une idée relativement inédite dans le domaine du jeu vidéo, et ça permet en fait au studio de se poser des questions de mise en scène et de game design pour restituer aux joueurs les effets ou les symptômes de cette pathologie. Et notamment les symptômes qui sont liés à la perte de repères ou la perte de lien ou de contact avec la réalité. Le studio a d'ailleurs travaillé à l'époque avec des spécialistes et avec des personnes atteintes de psychose même, pour vraiment être au plus proche de ces personnes, pour tenter de restituer leur expérience personnelle. Ce qui a d'ailleurs mené le studio à rencontrer des spécialistes, des psychiatres et des spécialistes en neurosciences, comme par exemple Paul Fletchen, avec lequel ils vont travailler ensuite de manière plus centrée pour produire des jeux en fait en dehors de Hellblade qui cherchent à mieux comprendre justement cette pathologie. Donc, Ninja Theory s'est vraiment engouffré dans cette voie que je trouve assez passionnante. Comment le jeu vidéo nous amène à mieux comprendre effectivement ces problématiques médicales. Alors, du coup, par rapport à cette thématique, c'est vrai que le choix de la mythologie nordique pour l'aborder, elle peut être un peu étonnante, mais elle a été explicitée par le réalisateur du jeu, Temem Antoniades,
qui a dit qu'en fait, c'est la découverte d'un concept de la culture celte, le concept de Gelt, qui désigne en fait une personne qui a été rendue folle par un traumatisme et qui vit de manière recluse, à l'écart du monde. Il a expliqué que ça avait été ça le point de départ de son projet. En fait, c'est là qu'il a fait la connexion entre la psychose et son personnage, pour essayer justement de voir comment ce contexte mythologique pouvait métaphoriser à la fois la psychose du personnage, mais aussi sa quête existentielle qui est au cœur du récit. Alors on va justement voir un petit peu comment tout cela se déroule en termes de gameplay. Notons quand même, avant de lancer la partie, cet écran titre que je trouve tout à fait intéressant. C'est toujours une bonne chose que d'analyser les écrans titres parce que c'est toujours une clé de lecture par rapport à ce qui va suivre. Ici, on nous présente, on le voit, le visage de l'héroïne en gros plan, ce qui est un choix fort, parce qu'il faut quand même rappeler à quel point le visage est un angle mort du jeu vidéo. Les personnages de jeux vidéo sont souvent vus de dos. On les appréhende effectivement comme des corps avant toute chose, avant d'être des visages et donc des lieux d'émotion. Ici, nous mettre face à ce visage nous renseigne déjà sur l'importance du lien que nous allons tisser avec ce personnage. On peut aussi noter que ce personnage ne nous regarde pas directement, il a le regard un peu perdu vers le vague, le regard qui portait même vers le haut du cadre, dans une perspective presque d'appel au divin, en quelque sorte. Ici, c'est déjà une clé de lecture aussi sur la personnalité de ce personnage. Et bien du coup, je vous propose de lancer la partie. Alors évidemment, pour expliciter un peu comment ça va se dérouler, comme d'habitude, lors des cinématiques, je ne parlerai pas, mais je mettrai pause en fait à l'issue de ces cinématiques pour commenter un petit peu la mise en scène qu'on viendra de voir. Et par contre, évidemment, pendant les moments de gameplay, je déroulerai quelque chose en parlant en même temps qu'en jouant, avec parfois des moments où je pourrais me permettre de mettre pause, par exemple, quand je vais un peu trop vite par rapport à ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est un dispositif un peu particulier, voilà, simplement d'expliquer un peu comment ça va se dérouler. Donc je lance le jeu. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already killed him. You coming? Je me permets de faire une petite pause puisque la cinématique d'ouverture prend fin ici. On a un moment d'interactivité qui va commencer à ce moment-là. Donc je commande simplement ce qu'on vient de voir, ce début de jeu qui, vous le voyez, est déjà très métaphorique, nous emporte déjà dans quelque chose d'assez particulier. Pour la simple raison que le plan inaugural est un plan, vous l'avez vu, qui est complètement perdu dans la brume. On ouvre le jeu de cette manière. On distingue lointainement le soleil qui se reflète sur une étendue d'eau. On a donc ce décor un peu désolé, sans prise, dans lequel un travelling avant va nous guider vers un personnage qui apparaît au centre du cadre, une petite silhouette dans le fond de l'image. Donc on a un plan d'ensemble qui va produire une forte impression d'isolement, l'impression qu'il n'y a aucun point de repère pour ancrer ce début de fiction. Comme si nous étions en fait déjà dans un hors-monde, au-delà de la réalité. Il n'y a pas de cheminement qui nous mène à cette quête donc de Helheim, le royaume effectivement des morts. Et donc cette projection dans un autre monde, on le voit ici, elle passe pas par une étape de seuil qui nous ferait passer de la réalité à ce monde du divin, de ce monde effectivement mythologique. On y est déjà, on est déjà plongé ici. Et en fait, le fait de nous placer directement dans ce lieu sans point d'accroche, à aucun moment, eh bien, ça confère à cette ouverture une impression de malaise, puisque avant même son introduction, le personnage de Senua apparaît comme perdu dans l'image, perdu dans le cadre, seul, d'autant plus qu'il est filmé dans une logique centripète, il concentre complètement l'attention, tout converge vers lui.
Et effectivement, cet espace brumeux dans lequel le personnage est central est déjà une clé de lecture sur le fait qu'on est quasiment déjà dans un espace mental. On est non seulement dans un autre monde, mais cet autre monde, on comprend aussi qu'il est largement coloré par la psyché du personnage que nous allons accompagner et incarner. Alors le premier choix que je trouve extrêmement intéressant du studio ici réside dans la manière de nous connecter à ce personnage, puisqu'on a cette voix off, que vous avez évidemment entendue et remarqué, cette voix off qui s'adresse directement à nous, ce qui est une chose quand même assez rare dans le domaine vidéoludique. Et elle s'adresse à nous non seulement pour nous raconter l'histoire de ce qui est en train de se passer, mais aussi pour attester de notre présence de joueur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous alpague, on nous parle vraiment comme si on était là, comme si on était présent. Ça, c'est effectivement quelque chose d'assez rare, parce qu'en règle générale, nous, on n'est pas censé appartenir à la fiction du jeu en tant que joueur. Et ici, on nous dit finalement qu'on fait partie du monde, puisque la voix remarque notre présence. Elle est presque surprise de nous voir là. « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» etc. Et ensuite, elle commence à nous raconter l'histoire. Et surtout, cette adresse aux joueurs, elle est doublée d'un mouvement de caméra qui vient, vous avez vu, comment nous accompagner, donc le regard du joueur. C'est un travelling avant qui va nous mener donc vers le personnage pour adopter un cadrage qui est très usité dans le domaine vidéoludique. C'est le cadrage vu de dos, en plan moyen. Et donc au moment où la caméra elle arrive comme ça sur Senua, on se dit, c'est le moment où on va commencer à jouer, évidemment. Donc on prend la manette, on s'apprête à contrôler le personnage sur sa barque. Et vous avez vu ce qui se passe. À ce moment-là, la caméra ne s'arrête pas. Elle continue sa route sur la gauche du personnage. Elle dévie littéralement, comme si effectivement c'était pour nous faire dévier d'une attente de joueur, ce moment où on est censé prendre le contrôle du personnage. Ici, on nous dit non, finalement, tu ne vas pas prendre le contrôle du personnage tout de suite. Donc on ne comprend pas trop pourquoi. Et en fait, ce moment où la caméra dévie, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un moment où il y a d'autres voix qui apparaissent. Il n'y a pas que la voix off de la narratrice. On a aussi plein de voix qui commencent à émerger. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans la salle, mais en fait, il faut savoir que ces sons, ils sont complètement spatialisés. Les voix qu'entend Senua ont été enregistrées avec un enregistreur binaural. Du coup, on a vraiment, quand on joue au casque, on a vraiment le son qui circule comme ça dans l'espace. C'est assez impressionnant. Et donc, au moment où ces voix apparaissent, c'est ce moment-là où la caméra dévie, qu'elle se met à tourner autour du personnage. Et surtout, vous avez remarqué, c'est ce moment-là où le personnage regarde la caméra un instant. Mais d'un seul coup, ses yeux quittent la caméra. Elle ne regarde pas complètement l'objectif. Elle regarde un petit peu à droite, à gauche. Tout porte à croire qu'en fait, la caméra symbolise les voix. On a l'impression que ce mouvement de caméra, en fait, c'est les voix qu'elle entend, et que ces voix, elle ne peut pas les situer complètement dans l'espace, d'où son regard qui est en train de regarder un petit peu partout en même temps. Donc ici, on a effectivement un choix qui crée une forme de déstabilisation, bien sûr, pour le joueur, tout comme le personnage. On a l'impression effectivement qu'on insiste sur le fait que cette caméra de jeu vidéo, c'est une caméra qui n'a pas d'existence à proprement parler dans ce monde ludique. C'est presque quelque chose de mental, c'est presque une notion qui est presque psychologique, on va dire. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que on a l'impression ici que ce qu'on projette dans le monde du jeu, c'est notre monde à nous, comme si on faisait irruption d'une manière un peu inopinée dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans lequel on n'a pas grand-chose à faire en réalité. Nous, on ne vit pas en 875 après Jésus-Christ. Donc c'est comme si nous, on se projetait dans cet univers et qu'on n'en faisait pas partie, qu'on n'était pas à notre place, exactement comme les voix qu'entend Senua, qui sont des hallucinations auditives et qui font irruption dans son état mental, en fait. Elle n'est pas censée entendre ces voix. Donc elle les entend, elle ne comprend pas d'où elle vient. Et ces voix qui viennent d'ailleurs, eh bien, il y en a une qui vient de chez nous, qui vient d'ici, de la salle du TNB, ou qui vient de votre salon quand vous jouez au jeu chez vous. Donc tout ça opère comme une sorte de passerelle entre les mondes, une passerelle transdigétique, si je puis dire, entre le monde du jeu, la diégèse, et notre monde à nous, comme s'il y avait une circulation réelle entre ces deux univers. Alors vous voyez qu'en l'espace de quelques secondes, le jeu nous dit déjà beaucoup de choses dans ses choix visuels, mais ça va aller encore plus loin par la suite dans la façon justement où on nous fait prendre plus ou moins, vous allez voir, le contrôle du personnage. Je reprends ici, et je vous ai expliqué que c'était la fin de la cinématique, mais par contre, on va pouvoir cette fois-ci commencer à bouger, mais pas le personnage, on va pouvoir simplement bouger un petit peu la caméra. Le personnage, quand je suis sur mon joystick pour bouger le personnage, il ne se passe rien, mais c'est uniquement la caméra que je peux déplacer ici. Donc c'est une sorte de semi-cinématique, si vous voulez, une cinématique sur laquelle on a un tout petit peu une prise. Et on se rend compte qu'effectivement, une fois que cette caméra a fini sa rotation autour du personnage de Senua, elle vient se repositionner à nouveau dans son dos, et là, à nouveau, on est dans cette configuration ludique qui nous amène à penser qu'on va jouer. Sauf que, comme on ne contrôle pas complètement le personnage et uniquement
le regard, on a cette impression que cette barque, elle est presque destinée à aller là où elle doit aller, que nous, on n'a pas la main là-dessus, comme une sorte de destinée tragique sur laquelle on n'a pas de prise. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder autour de nous et donc révéler ce décor extrêmement minéral et menaçant qui va apparaître au travers de la brume. Et cette route toute tracée, qui est suggérée donc par le fait qu'on n'a pas le contrôle, elle évoque aussi, elle rappelle ce que la voix off nous a dit au début, à savoir que cette histoire a déjà eu lieu et qu'elle commence à nouveau. Comme si, en fait, on reprenait une histoire qui avait déjà eu une fin et qu'on n'aura pas, en fait, la main sur cette fin. La fin va peut-être nous être imposée dans une sorte de ligne droite, sans qu'on ait de contrôle là-dessus. Alors, il y aurait évidemment aussi beaucoup de choses à dire sur le décor, ici, qui entoure le personnage, qui émerge du brouillard. Un décor qui, vous l'avez constaté, est constitué d'épaves, de cadavres plantés sur des pics, des ruines également autour d'elle, comme autant de traces d'un passé disparu, et comme le signe d'une désolation environnante. Et le fait de pouvoir balayer cet espace du regard permet en fait de conférer une importance à ce décor. C'est pas tant le fait qu'on s'y déplace qui est important, c'est le fait qu'on le regarde, on l'observe. Même le générique, vous le voyez, est intégré aux images. Tout ça atteste en fait de l'organicité, on va dire, du lieu qui nous est présenté. C'est un espace qui est totalement organique. Alors évidemment, le moteur graphique que j'évoquais tout à l'heure va permettre de produire ces images extrêmement photoréalistes, vous le voyez, je le rappelle, on est quand même en 2017, pourtant le jeu n'a pas vraiment vieilli graphiquement. Tout cela produit une impression d'immersion très très forte, puisque la reconnaissance d'une dimension visuelle qui renvoie à la photographie et à l'image cinématographique va nous permettre de nous immerger beaucoup plus dans cet univers, d'y croire en fait, de croire dans cet univers, tout comme le personnage de Senua croit elle-même dans ce qu'elle voit, croit dans la réalité de cet environnement, quand bien même ce serait soit un environnement purement mythologique, soit un environnement purement mental, c'est-à-dire ce qui se passe dans sa tête, à proprement parler. Et peu importe l'interprétation qu'on en donne, la dimension photoréaliste permet de montrer que ce personnage croit dur comme fer à l'endroit dans lequel elle se trouve. Alors on arrive ici, vous le voyez, dans la configuration visuelle, à un couloir rocheux dans lequel on pénètre et qui est composé de manière à ce que les éléments de l'espace environnant, vous le voyez ici, convergent vers Senua, notamment les cadavres, on le voit ici, qui sont pendus au plafond, ces cadavres qui paraissent l'observer et tomber sur elle quasiment. C'est-à-dire qu'en passant sous une sorte de tunnel, on a cette accumulation d'éléments au design agressif, tout cela, cette dimension très verticale, etc. Tout ça, ça a une dimension très agressive. Tout ça semble pleuvoir sur le personnage, comme une sorte de pluie de mort. Et tout cela crée une forme de saturation du cadre. On avait un cadre extrêmement saturé ici, qui crée une sensation d'oppression. Le personnage paraît complètement oppressé par ce qui se passe autour d'elle. Alors, on peut également insister sur la durée de ce trajet, parce qu'on a beau observer les décors, le trajet il est très long, on le voit, et là on n'a toujours pas le contrôle à proprement parler. Et ça peut être vu de manière assez pragmatique, comme une façon de dérouler le générique, mais en même temps le générique ils auraient pu le mettre à la fin, donc c'est pas vraiment ça l'enjeu. On voit bien qu'ici, la volonté, c'est bien de faire durer la séquence et de nous refuser le contrôle du personnage pendant un certain temps. Ce qui crée une forme de pesanteur et ce qui crée l'impression d'un voyage très long, un voyage dont on ne reviendra peut-être pas. Il y a une forme d'inexorabilité là-dedans qui fait un peu écho à ce qu'on avait vu dans Silent Hill 2, le jeu précédent qu'on avait étudié. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Voilà, la cinématique d'ouverture s'arrête à proprement parler ici, donc semi-cinématique, on l'a vu.
Et cette fin de cinématique, on le voit, elle atteste vraiment de cette mise en abîme que j'évoquais tout à l'heure, cette mise en abîme du joueur dans le récit, au moment où vous l'avez remarqué, où Senua nous regarde, et où la voix off nous dit « elle nous a entendus ». À ce moment-là, on a ce regard qui se dirige vers nous, et là, pour le coup, le regard caméra est très clair, elle est plus perdue dans le vague, c'est comme si elle échangeait un regard avec nous. Et cette façon de nous remarquer du personnage permet en fait d'introduire notre rôle dans la fiction. La voix off nous dit « tu as peut-être un rôle à jouer dans cette histoire ». Et du même coup, ça permet de justifier le fait qu'on prenne en main ce personnage, qui est quelque chose qu'on ne questionne pas en réalité dans un jeu. De manière générale, quand on joue un jeu, on ne se demande pas « mais pourquoi est-ce qu'on a le contrôle de ce personnage ?» C'est quand même un peu bizarre. On a un corps qui est autre et d'un seul coup, on se met à le contrôler et c'est jamais légitimé ou expliqué. Et là, pour le coup, il y a une forme d'explication. On nous dit pourquoi est-ce qu'on contrôle ce personnage. Pourquoi ? Parce que ce personnage, il entend des voix, que ces voix le guident, ces voix le contrôlent en quelque sorte, comme nous allons le contrôler parce que nous sommes une de ses voix. Nous sommes une des voix qu'elle entend. C'est donc une rencontre, c'est ce que je disais, c'est une rencontre avec ce personnage qui est montré ici, et ce personnage est vraiment montré comme un autre, pas comme un autre soi-même, puisque c'est en général ça qui se passe dans le jeu vidéo. Le personnage devient une sorte de projection de soi-même dans le jeu, d'excroissance de soi-même. Ici, ce personnage est vraiment présenté comme un autre avec un grand A, et nous ne l'incarnons pas vraiment, pas tant que nous partageons son voyage. Nous voyageons avec elle, nous vivons son odyssée avec elle, mais nous ne l'incarnons pas véritablement. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de personnages qui résistent. C'est en ce sens-là. Ils nous résistent un peu parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement une coquille vide, c'est un vrai personnage pour le coup. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que paradoxalement, ce choix, qui pourrait nous faire croire qu'on va être complètement distancié par rapport au jeu, et bien pas du tout, ça va renforcer notre empathie, au détriment de notre identification. On ne va pas tant s'identifier au personnage qu'on va être en empathie avec elle. Et en fait, cette empathie va totalement créer une impression d'immersion totale. Et à ce titre, Hellblade est sans doute un des jeux les plus immersifs qui ait jamais été réalisé, parce que justement, on s'identifie moins au personnage qu'on est en empathie avec lui. Ça, c'est une trouvaille que je trouve assez extraordinaire pour le coup. Et donc, la conséquence de cette observation que je fais, vous allez le voir, elle va se ressentir dès la prise en main de Senua dans les premières minutes. Et je vais y revenir dans un instant. Mais comme je le disais, c'est à ce moment-là où on a la main sur le jeu, et on le sait, c'est souvent à ce moment-là que les choses se gâtent pour l'analyste. Parce que jusqu'à présent, il y avait un cadre qui était décidé par les développeurs, et donc moi j'analysais en gros la composition de l'image, et ça me permettait de faire des analyses basées sur des concepts hérités du cinéma. Dès qu'on se met à contrôler un personnage, on le sait, là ça devient plus compliqué, parce que dès que la caméra bouge dans tous les sens et que le game designer n'a plus la main sur ce qu'il a voulu montrer aux joueurs, et pour faire une analyse d'image, ça devient très compliqué. Parce que l'image, elle est censée être cadrée, et là, elle ne l'est plus, parce que dès qu'on bouge, il n'y a plus de cadre. Le cadre se défait à mesure qu'on avance. Sauf que, dans les jeux, il y a toujours un moment, et je trouve que c'est un moment hyper intéressant, il y a toujours un moment où il y a cette transition entre les cinématiques et le gameplay, où on a le contrôle du personnage qui nous est donné, mais il y a une composition qui a été faite par les game designers qui nous disent « cette composition, c'est celle qui va ouvrir véritablement le jeu ». Et ces compositions-là, on peut les analyser. Ici, on a une composition, je n'ai pas touché à la manette, qu'est-ce que nous donnent à voir les développeurs ici ? En fait, quand on regarde bien là-dessus, cette image, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui nous sont dites. Déjà, le personnage donc situé bien sûr sur la gauche du cadre dans une configuration qui est assez classique dans le jeu vidéo, mais qui permet de construire une logique de ligne de fuite. Et la ligne de fuite, on le voit ici, elle va mener à un élément au centre du cadre, qui est une sorte de stèle, dont on comprend que ça va être l'élément à aller regarder dans la séquence. C'est le premier élément d'interaction avec l'espace. C'est la première chose, mais on voit aussi qu'au-delà de ça, il y a plein de choix graphiques qui sont faits ici, qui nous renseignent sur ce qui est en train de se produire dans la tête du personnage. Vous remarquez que l'espace, il est complètement saturé déjà. La ligne de fuite, elle est complètement bouchée. On ne voit pas d'horizon. On voit un tout petit peu de jour en haut des rochers, vous voyez, tout en haut du cadre. Mais finalement, cet horizon est masqué par cette paroi rocheuse. On a quelques raies de lumière qui arrivent à pénétrer, mais très peu. On a la végétation, évidemment, très, très importante au centre de l'image, qui empêche de voir un chemin. Donc, comme s'il n'y avait pas vraiment de ligne à suivre, comme si on ne donnait pas vraiment de direction très, très claire, comme si c'était un peu brouillon ou un peu fouillis dans la tête du personnage. Il ne sait pas vraiment où il va aller. Vous remarquez aussi les arbres qui penchent sur le personnage, comme s'ils étaient prêts à s'abattre sur lui. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que, là, on pourrait se dire, oui, mais la composition de base, si je ne bouge pas, mais que je tourne la tête, je vais la défaire, cette composition, et je vais donc faire mentir tout ce que je viens de dire. Regardez ce qui se passe quand je tourne la caméra. Vous allez voir que finalement, la configuration, elle est exactement la même. C'est complètement bouché.
Et là, en plus, on a ces cadavres qui sont là, qui nous entourent, qui créent une forme d'oppression visuelle extrêmement importante. Quand on tourne de l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez, c'est complètement bouché, complètement saturé. Tout ça pour nous dire qu'on est vraiment dans cet état mental dans lequel le personnage est perdu. On ne sait pas du tout, elle ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va aller. Et c'est la composition de ce départ qui nous fait ressentir ça très fortement. Alors évidemment, ça, c'est ce que j'appelle, j'ai trouvé un nom pour désigner ces planches, j'appelle ça des compositions de mise en jeu, en fait. Je me dis, c'est des compositions qui nous permettent de nous intégrer au récit ludique. Et ici, cette composition de mise en jeu, elle permet donc de comprendre qu'il faut se diriger vers le seul élément graphique qui semble un tout petit peu sortir se différencier du reste, c'est cette stèle. Donc élément d'interaction, là on nous apprend qu'il faut se concentrer pour observer la stèle, et là on va avoir une nouvelle voix off qui va apparaître. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. Donc là, on a un nouveau personnage qui apparaît, le personnage de Droot. On ne va pas forcément prêter trop attention à ce qu'il raconte parce que ce n'est pas toujours hyper intéressant. Là, il va nous donner une direction à suivre. Mais après, on va y revenir, il nous donne des indications, des informations sur la mythologie nordique. C'est en fait des sortes de bonus dans le jeu, d'aller voir toutes les stèles. Ce n'est pas du tout utile en fait, d'aller voir les stèles dans le jeu, mais elle nous donne des éléments de contexte sur la mythologie nordique. Là, au début, il nous donne une direction à suivre. Donc, je vous dis, au début, il n'y a pas vraiment de chemin. Mais à partir du moment où on parle, on écoute cette voix, on va comprendre qu'on a un chemin qui va nous mener donc, voilà, à travers la rivière des couteaux, etc. Donc, toute cette succession d'étapes qui va nous mener donc, au royaume de Helheim. Alors, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que vous avez vu qu'au début, on était un peu plongé dans l'obscurité des arbres. Le moment où le personnage entend ce personnage Droot, dont on va apprendre qu'il est un ami à elle, qui est décédé également, le moment où elle entend cette voix qui l'éclaire sur le chemin à suivre, ben regardez où le personnage de Séduit est placé, dans la lumière. Elle-même a un rayon de lumière qui est sur son visage, et si elle recule, vous allez voir, si elle recule pour le coup, si on se remet par ici, vous voyez, elle est à nouveau plongée dans l'ombre. Donc effectivement, l'illumination du personnage vient du fait qu'elle a écouté le personnage ici. Alors le début du jeu, il faudrait le commenter aussi sur la question de la maniabilité, ou en tout cas de la manière dont on présente, dont on introduit les mouvements du personnage. La première chose qu'on remarque, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne l'incarne pas vraiment, on est comme un regard extérieur à lui. Ça se manifeste notamment par un aspect un peu particulier. Regardez bien ce qui se passe quand je bouge, que je me déplace dans l'espace. Vous voyez, on a une impression de caméra qui se balance, donc de caméra portée. Là où dans un jeu traditionnel, on ne ressent pas la présence de la caméra. On a une sorte de point de vue un peu immatériel, comme une sorte de projection mentale dans le corps de l'avatar. Ici, et quand on court, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, le mouvement de balancier de l'image va permettre de retranscrire, bien sûr, le doute, l'incertitude que ressent le personnage constamment dans le jeu, mais va aussi permettre d'ancrer physiquement notre regard dans le jeu. Ça participe de l'immersion, parce que ce côté caméra portée va donner l'impression qu'on est dans une prise de vue sur le vif, et donc on est avec le personnage, qu'on l'accompagne à nouveau, qu'on est vraiment avec elle, et qu'on partage même de manière synesthésique ses déplacements. Et ce chaos perceptif, du coup, renvoie bien sûr au personnage lui-même. Alors assez rapidement, le jeu va proposer ce que j'appellerais un passage de seuil. Vous voyez ici, il y a un tronc d'arbre. J'ai appuyé sur rien, c'est juste que je me déplace vers ce tronc, et le personnage va automatiquement sauter par-dessus. Et en fait, ce déplacement automatique, c'est pas moi qui m'en occupe. Là, j'ai juste poussé un tout petit peu le joystick, et il y a eu une sorte de mini-cinématique très très brève, d'instant de transition, où le personnage passe d'une zone à une autre. Alors, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'on passe en fait d'une zone dans la base de données du jeu à un autre moment. Donc, en fait, c'est une sorte de petit temps de chargement déguisé. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue analytique, puisque vous le voyez, ce qui s'est passé quand je suis passé au-dessus du tronc d'arbre, c'est que l'environnement a changé. La lumière est tout de suite devenue beaucoup plus sombre. Et on a l'impression que là, il y a un passage de seuil, comme si on allait, à mesure qu'on avançait dans le jeu, s'enfoncer dans l'esprit du personnage. Et regardez ce qui se passe, c'est que là, j'ai un petit chemin qui est marqué par les planches, qui me disent « Ok, c'est là qu'il faut aller ». Mais ce chemin s'efface très rapidement pour laisser la place à une sorte de bourbier, de marécage, dont on comprend qu'il faut aller à l'intérieur et donc s'enfoncer littéralement, progressivement, dans la psyché du personnage. Et remarquez que les voix, donc ces voix de la psychose, ces hallucinations auditives, augmentent en puissance et apparaissent encore plus fortement au moment où on est dans ce lieu, comme si le personnage était en danger, potentiellement agressé par des personnages qu'elle ne voit pas. Et vous remarquez tous ces bruitages, ces sons, la lumière qui vient se projeter sur elle comme une forme de projecteur qui montre qu'elle est à la merci de tout le monde. En fait, tout le monde peut la voir où elle se trouve.
on a l'impression que le personnage est soumis à quelque chose. Et les voix nous disent de courir. En fait, là encore, c'est un truc de tutoriel, c'est pour nous indiquer qu'on peut courir dans le jeu. Voilà. Mais effectivement, toute la mise en scène est faite pour créer ce sentiment encore une fois, ce sentiment très oppressif que ressent le personnage. Les ténèbres qu'elle ressent de l'intérieur. Cette atmosphère menaçante qui est dépeinte ici par le jeu est retranscrite non seulement par le sound design, on l'a vu, mais aussi par le visuel. Au début, on avait vu que c'était déjà assez opaque, assez bouché. Là, vous avez vu que c'est encore plus fort. Il n'y a même plus de ligne d'horizon. On est complètement assailli par ces branches qui viennent complètement quadriller l'image. Et là, pour le coup, cet éclairage que l'on voit ici, qui vient se projeter sur nous, tend encore une fois à appuyer la solitude du personnage qui paraît complètement à la merci des menaces qui l'entourent. Et ce travail sur l'éclairage, il va culminer dans la fin de cette séquence, ce moment où cette lumière frontale vient en fait diviser l'écran en deux. Vous allez voir, c'est ce qui va se produire avec cette direction qu'on suit ici. Vous voyez ce qui se passe là, au fond du cadre. On a cette impression que la lumière vient casser l'image en deux, vient quasiment la déchirer. On a l'impression que l'écran se déchire. Et ici, c'est presque un voile un peu de la réalité qui va se déchirer sous nos yeux. Et c'est ce voile en fait qui va conduire d'une strate de réalité à une autre, et d'un palier mental à un autre. Et à nouveau, on a une petite cinématique ici. The land of mist and fog. The old fool was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're called and the goddess Hela holds his soul there. My dear beloved, Dillian. Voilà, à nouveau reprise en main du joueur. Alors, ce qu'on a remarqué dans cette cinématique, c'est elle reprend la logique du début avec cette caméra tournoyante qui vient comme ça opérer un travelling rotatif autour du personnage. Mais là, la signification n'est pas la même. Tout à l'heure, c'était pour suggérer l'omniprésence des voix, la déspatialisation des voix. Là, pour le coup, la caméra qui tourne autour du visage crée une impression d'enfermement. On a l'impression d'une caméra qui ligote comme ça le personnage, qui peut du coup plus s'échapper, plus échapper à la situation. Et cet enfermement, cet emprisonnement du personnage représente bien sûr celui qui est, représente la quête en fait, sa quête un peu impossible, celle de retrouver son amant mort. Et là, on a un élément narratif qui entre en ligne de compte, qui passe par le visuel, bien sûr. C'est cette forme ronde qu'elle porte entre ses mains dans une sorte de petite toile. Évidemment, on comprend que c'est le crâne de Dillian, son amant. Et évidemment, elle écoute ce crâne pour essayer de comprendre, de savoir où il se trouve, s'il est bel et bien là, à Helheim, et si cette quête qu'elle a lancée a du sens, si elle va vraiment réussir à le retrouver. Donc ici, toute la mise en scène suggère cette idée que le personnage cherche à faire revenir le personnage d'entre les morts, mais qu'elle ne risque pas d'y arriver puisqu'elle est effectivement prisonnière de quelque chose. Et on peut effectivement se demander ici si cette quête pourra aboutir à quelque chose de satisfaisant, ou en tout cas, même pour le joueur, on pourrait se demander effectivement si cette histoire va bien finir. Comme la voix off du début nous a dit que cette histoire a déjà eu lieu, on a déjà un petit peu un mauvais pressentiment sur ce que le jeu va nous amener à comprendre par la suite. Alors d'ailleurs, vous avez vu que l'espace qui nous est représenté après cette déchirure du voile, c'est un espace totalement dégagé ici, contrairement à ce qu'on a vu auparavant avec le sous-bois qui était complètement opacifié et qui montrait ce moment de doute, ce moment où le personnage ne sait pas trop où il est, où est-ce qu'il va, etc. Et là, d'un seul coup, les choses sont beaucoup plus claires parce qu'il y a cette fois-ci une ligne directrice, une ligne d'horizon et un objectif.
Et cet objectif, c'est cette espèce de tour un peu animale qu'on avait déjà distingué un peu au début du jeu dans le brouillard. Là, on la revoit dans la cinématique, cette tour qui a une forme qui encore une fois, paraît un peu recroquevillée sur le personnage, comme si elle allait le dévorer. Et là, cette composition de mise en jeu que vous voyez ici, je la trouve vraiment amusante parce que pour le coup, la fameuse tour qui est censée être notre objectif, qui est quand même le point principal sur lequel notre regard est censé se porter, et bien cette tour, vous voyez, elle est tronquée dans l'image, elle n'est même pas mise en valeur, elle est coupée par le cadre. Et si on veut la voir, qu'est-ce qu'il faut faire avec le joystick? Il faut faire ça. Donc il faut faire un mouvement de panoramique vers le haut. Et ce mouvement ascendant, évidemment, symbolise une dimension mystique, une dimension religieuse, mythologique, la portée du regard vers le divin. Et donc juste par le gameplay, juste parce qu'on a envie de voir notre objectif, le joueur, il est un peu incité à le faire. Il a envie de lever son joystick et donc de lever le regard. Et du même coup, on nous fait passer cette idée, juste par une petite idée de cadrage au tout début de cette séquence de gameplay. Ça, c'est parmi les petites idées. Moi, je trouve ça génial, si vous voulez, des trucs comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui tout de suite nous mettent dans une posture ludique assez étonnante. Alors, on va justement commencer à se diriger. Donc, on comprend que c'est ça l'objectif. Donc, notre idée de base, c'est bien sûr de se diriger vers cette tour. Sauf que les voix nous disent non, il faut faire demi-tour, c'est trop dangereux, etc. Donc, ça résiste, en fait, comme s'il y avait une résistance à ce qu'on nous faisait. Et puis surtout, on voit que dans la configuration visuelle, il y a des pics partout. C'est pas très engageant. Donc, on se dit c'est peut-être pas là le chemin, visiblement, puisque on a toujours ce game design un peu agressif qui nous donne l'impression que c'est peut-être pas la bonne direction à suivre. Et effectivement, quand on regarde plutôt sur la gauche du cadre, on s'aperçoit qu'il y a ici plutôt un pont, et que c'est peut-être ce pont qu'il va falloir emprunter. Et là, c'est beaucoup plus dégagé. On voit même dans le traitement de la profondeur de champ par rapport à ici. On a quelque chose de beaucoup plus dégagé sur la partie gauche du cadre. Donc, on est censé aller vers là. Mais les petits malins qui ont envie d'embêter le jeu, ils disent moi, j'ai envie de voir ce qui se passe quand je vais là. Donc, on va aller voir. Et c'est une de ces idées que je trouve assez chouette dans le game design de ce genre de jeu. C'est les moments où on veut nous bloquer ou nous dire que c'est pas la bonne direction. Comment est-ce qu'on nous suggère ça? Alors là, la suggestion, elle est pas aussi brillante que dans Silent Hill 2, par exemple, mais je la trouve assez stimulante. Donc si on se dirige dans l'eau, au début, tout se passe bien, on peut éviter les pics, etc. Mais à un moment donné, vous allez le voir, on va être un petit peu ralenti. Vous voyez, là, ma course est ralentie de plus en plus. L'eau, effectivement, m'empêche d'aller très vite. Et j'avance. Et en fait, il y a un moment donné où je ne peux plus avancer. Donc là, vous voyez, je suis bloqué, il y a un mur invisible. Alors pour se dire, oui, c'est un peu ridicule parce que c'est un peu des limites d'un jeu. On se dit, oui, là, c'est pas très réaliste. Oui, mais regardez où se trouve ce mur invisible. Il y a des cadavres partout, juste après. Là, il n'y en a pas. Il n'y a aucun cadavre. Donc dans l'image du jeu, on va créer une sorte de barrière invisible avec ces cadavres, comme pour nous faire comprendre quoi? Que pour aller à Helheim, il faut être mort. Il n'y a que les morts qui peuvent pénétrer dans le royaume des morts. Et donc cette espèce de barrière qui nous est donnée à expérimenter, elle suggère ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de la surinterprétation, etc., etc. Eh bien non, parce que vous allez voir ce que va dire justement la voix off, juste après que nous ayons testé les limites du jeu. The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. Voilà, donc on nous explique effectivement que seuls les morts peuvent accéder au royaume des morts. Donc ça permet d'interpréter ce qu'on vient de vivre, vous voyez, sous un angle vraiment cohérent par rapport au récit du jeu. Alors ici, c'est toujours des petits trucs de game design intéressants. Comment guider le joueur pour le faire aller là où on veut qu'il aille. Vous voyez ici déjà, il y a un choix qui est très fort, c'est que ce pont crée très clairement un surcadrage, un cadre dans le cadre, que l'on observe ici, où on montre bien qu'il y a une direction à suivre, avec qui plus est cette espèce de fanion qui est en train de flotter au vent. Un fanion qui, vous le voyez, en plus, est de couleur rouge, symbolique évidemment de la mort, qui attend le personnage si elle continue à se diriger vers Helheim. Et ce fanion qui flotte, il flotte dans une direction. Donc forcément, notre regard va être attiré par cette direction. Et vous le voyez, le fanion correspond exactement à une crevasse dans la montagne. Et nous fait comprendre que c'est cet endroit où il y a des espèces de maigres constructions en bois. C'est dans cette direction qu'il va falloir aller. Donc tout dans le game design nous guide dans une direction comme si on n'avait pas le choix. Et ça engage là encore ce sentiment que cet univers visuel est tout entier pensé pour amener Senua à glisser progressivement dans sa folie. On a cette impression de destinée sur laquelle on n'a pas de prise. Et tout le début du jeu a déjà amené à cette idée. Alors même le design du personnage, on n'a pas trop parlé, mais c'est quand même un personnage qui
qui dès le début du jeu, alors qu'il n'y a eu aucun combat, il n'y a eu aucune mise en danger de son corps, mais vous voyez, son corps est déjà blessé, on a l'impression qu'elle a déjà vécu 1000 aventures. Donc même dans le design du personnage, on ressent effectivement toutes ces blessures, des blessures qui sont à la fois physiques, mais également mentales, morales, des blessures psychologiques. Nouvelle stèle ici, alors ce sera la dernière que je vais vous montrer parce qu'elle est intéressante. Vous voyez là, Druth se met à nous parler de la mythologie nordique, les 9 mondes, etc. Alors pourquoi ça m'intéresse quand même de vous montrer ce passage-là, cette stèle-là? C'est parce que ces informations qui nous sont données, vous voyez, elles ont trait à la question des mondes, les mondes effectivement de la mythologie nordique. Donc on insiste sur la structure mondaine de cette mythologie qui joue sur l'articulation de ces différents univers. Et en fait, le discours ici, la voix off, va perpétuer ce que la mise en scène suggère déjà depuis le début, soit l'impression d'un personnage qui cherche justement à passer d'un monde à un autre. Et il passe pas seulement d'un monde à un autre, on l'a compris, il passe aussi d'une strate de sa psychose à une autre. Et donc tous ces petits passages avec les échelles, etc., montrent des moments où on passe effectivement d'un moment à un autre, d'un état à un autre. Et remarquez d'ailleurs combien le level design de ce passage joue sur les circonvolutions du décor. Vous voyez, ça m'oblige à tourner dans tous les sens, à revenir en arrière, à me retourner, à zigzaguer, etc. Ce qui renvoie bien sûr, en un sens, au tour et détour du personnage dans sa propre tête, ainsi qu'au fragile équilibre qui est le sien. D'ailleurs, ce fragile équilibre qui est retranscrit par le fait qu'on nous met sur une poutre tout de suite pour montrer que le personnage aussi est dans un équilibre un peu précaire. Toujours cette idée un peu de surcadrage ici qui nous guide. Et là, on a à nouveau, dans ce monde de descente, là je ne touche plus à la manette, on a une sorte de temps de chargement déguisé qui, là encore, nous crée un passage de seuil. Et regardez ce qui se passe dans les voies. Voilà. On ne peut plus repartir. Et vous voyez, si j'essaie de repartir, effectivement, c'est impossible. Et ce passage de seuil, il est irréversible. Une fois qu'on est passé là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là encore, on s'enfonce dans la psychose, on s'enfonce dans l'état du personnage. Est-ce que je dois passer sur la métaphore du tunnel sombre qu'on voit ici? Enfin, bon, il y a toute une dimension effectivement psychanalytique qu'on pourrait rattacher au game design et à la manière dont le décor est conçu. Et puis même ce décor, ce passage secret, vous voyez, il mène à un mur, l'impression qu'on est bloqué. Et le seul moyen qu'on va avoir de contourner ce mur, c'est quoi? C'est encore une fois de tourner sur nous-mêmes, de retourner à l'intérieur de notre propre tête pour découvrir quelque chose qui va nous permettre justement d'avancer. Et on va observer ici l'une des premières grandes mécaniques de gameplay du jeu. Don't kill me. I'm not one of them. I was just hiding. I find I live longer that way. Never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth, is that you? From my tales of the Northmen, they call me Druth. Liar. He's An old fool. Truth is my truth. Huh? It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. Alors, je me permets une petite pause ici après cette cinématique, encore une fois, pour essayer de commenter un peu ce qu'on vient d'observer. Cette cinématique, elle présente donc le personnage de Druth, qui est celui qui nous raconte des choses via les stèles, on l'a compris, et dont on comprend à ce moment-là que c'est un ancien ami de Senua, qui est lui aussi mort. Et le personnage, vous l'avez sans doute remarqué, il est traité d'une manière assez particulière, il repose sur un régime de représentation qui n'a pas l'air d'être le même que celui qui est utilisé pour représenter le personnage de Senua. Senua, elle est en image de synthèse, très clairement.
Le personnage de Druth, c'est plus bizarre. On ne sait pas trop en fait comment il est fait. Est-ce qu'il est en image de synthèse? Est-ce que c'est de la prise de vue réelle? En fait, le flou qui va permettre de jouer un peu avec l'apparence du personnage va nous empêcher de vraiment être complètement sûr de ce que l'on voit. Et donc, ce régime un peu trouble, ce flou, va nous empêcher d'attester la dimension synthétique de ce corps et du coup, son inscription dans la réalité qu'on observe ici. On comprend en fait que ce personnage est une hallucination et on le comprend justement par cette différenciation graphique entre les deux. Pour l'anecdote, le personnage est vraiment filmé en prise de vue réelle. Le personnage de Senua, je ne l'ai pas trop dit, Melina Jurgens, a été enregistré en motion capture, avec de la capture de mouvement, de la capture de performance plus précisément. Et le personnage de Druth, lui, a été filmé en prise de vue réelle et intégré aux images, des images précalculées, ce qui permettait justement de faire les mêmes mouvements de caméra rotatifs autour du personnage avec la caméra qu'avec la caméra virtuelle, évidemment, dans le cadre du jeu. Alors, ça crée un effet de flottement dans l'image. C'est un peu bizarre, ce moment, et cet effet de flottement, il a du sens par rapport justement à ce que la mécanique de gameplay va être par la suite. Parce qu'on nous demande de regarder donc cette rune donc sur le portail qui est fermé. Donc en appuyant sur la gâchette droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de trouver cette rune dans les décors. Regardez ce qui se passe, c'est que cette rune, elle est en surimpression. Exactement comme Druth était en surimpression lui aussi. On a cette impression, effectivement, que le décor va être coloré par cette présence fantomatique de la rune. Une présence qui nous fait comprendre aussi que cette rune, elle est là pour nous révéler quelque chose, comme la surimpression cinématographique, qui, vous le savez, est une fusion de deux images qui se permettent de révéler une réalité sous-jacente, la mémoire ou quelque chose de l'ordre du fantasme, etc. Et là, on voit bien comment l'image paraît presque hantée par cette surimpression. Et le truc, c'est qu'on va se rendre compte que dans le décor, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues au premier coup d'œil parce qu'on ne pouvait pas savoir que ça allait être des runes à reconnaître. On nous invite à voir différemment le monde. Il s'agit en fait de voir au-delà des apparences. Ça va être un des enjeux très très forts du jeu. Voir au-delà des apparences. Tout cela attestant donc de la dimension un peu illusoire ou mentale de ce que l'on perçoit. On voit bien ici à nouveau avec le cadre qui est saturé par ces espèces d'images résiduelles de cette rune qui vont permettre d'ouvrir la porte. Alors d'ailleurs, on voit ici qu'il s'agit pour Ninja Theory de réfléchir aussi à un des aspects de la psychose, c'est la question du délire. Le délire, c'est l'obsession pour les détails, des détails de la réalité qui sont perçus comme des énigmes et qu'il faut à tout prix déchiffrer pour essayer de comprendre le monde. Et Ninja Theory s'était dit, cette question-là du délire, c'est hyper intéressant à traiter par le biais du jeu vidéo, parce que justement, le jeu vidéo repose sur une sorte de décryptage du monde qui est très proche, en fait, de ce que font les personnes atteintes de psychose, en fait. Donc là, on a un nouveau passage de seuil avec la porte, cette échelle qui va nous permettre de prendre de la hauteur et du même coup d'insister, on va comprendre très rapidement sur le vertige du personnage, un vertige qui est à la fois réel mais qui est aussi existentiel. On imagine que le personnage il est en train de s'enfoncer progressivement à la fois dans le monde des morts et dans sa propre tête, et ce vertige va être restitué, vous allez voir, par ce petit passage. Voilà, là je ne touche pas la caméra, on a cette caméra qui vient se situer en plongée zénitale pour montrer les abysses qui s'ouvrent sous les pieds donc, du personnage, si jamais elle perd des pieds avec la réalité et perdait son fragile équilibre mental. Là encore, on va le voir, la composition est assez géniale parce qu'on nous impose cet escalier. Évidemment, on va pas, personne ne va faire ça, il va monter l'escalier comme ça, on est d'accord. Donc on est obligé, quasiment instinctivement, à prendre l'escalier comme ça et regardez ce qui se passe à l'arrière-plan. C'est la tour, à nouveau, qui paraît peser sur le personnage, qu'on distingue au travers de ces nuages extrêmement menaçants qui n'étaient pas là avant. Maintenant, il pleut, il y a de l'orage, etc. Tout cela concourt à cette impression de menaces latentes qui vont faire, encore une fois, vaciller le personnage et le faire vaciller littéralement avec cette petite mécanique de jeu ici, avec ces poutres, et des poutres dont cette fois-ci on peut tomber. Donc évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce qui se passe. Quand on ne touche plus la manette, à ce moment-là, effectivement, le personnage perd l'équilibre et on sent bien effectivement ce vertige existentiel ici qui mène à la mort. Ne vous inquiétez pas, nous renaissons juste après. La mort n'est pas définitive dans le jeu vidéo.
Enfin, pour l'instant, en tout cas. Nous allons voir ce qui va se passer après. Donc là, on va à nouveau traverser les choses en maniant cette fois-ci le joystick, effectivement, pour s'adapter à ce que nous montre le jeu, c'est-à-dire effectivement le personnage qui penche un petit peu sur la droite ou sur la gauche, et donc on va essayer de s'adapter en temps réel et donc d'éviter que le personnage chute à nouveau. Alors, vous voyez en plus là l'insistance sur la caméra portée qui à nouveau vacille comme le personnage, donc tout ça participe de l'effet de vertige qui est produit. Donc là je passe à côté de la petite stèle. Et ici, alors c'est pour montrer les petits détails du jeu que je trouve assez intéressants. Là par exemple on a une échelle qui va nous permettre d'avancer dans le récit, mais quand on est joueur et qu'on voit cet élément à l'arrière-plan, on se dit il y a un truc forcément, on a une petite enclave là dans le décor, donc on va aller voir ce qui se passe. Et pourtant il n'y a absolument rien à récupérer. On a juste ici une fenêtre, et ça va être à nouveau un surcadrage qui va nous permettre de voir quoi ? De voir à nouveau la tour. Donc encore une fois, il s'agit d'insister sur cette destination, sur ce lieu. Et là, la caméra qui se resserre en plus sur le personnage montre bien qu'il s'agit de montrer la façon dont elle-même est obsédée par ce lieu qu'elle veut investir. Et cette obsession donc, va être restituée par ces petites idées de level design, c'est-à-dire de fabrication des niveaux et des espaces. Alors la descente qui suit, elle nous amène à une sorte un passage de seuil irréversible. Vous voyez ici, on ne pourra pas remonter. Nouveau temps de chargement déguisé qui veut dire quelque chose. Et on nous mène à une sorte de boyau comme ça, qui vous allez voir automatiquement, là je fais juste qu'avancer avec mon joystick, qui automatiquement va peser sur le personnage au point de le faire se baisser. Le personnage qui paraît comme ça un peu emprisonné, étouffé par le monde qui se replie presque sur nous. Avec ce tournant, vous avez vu en plus, ça c'est génial, ils auraient pu faire un tunnel en ligne droite. Ils ne le font pas, parce que la ligne droite nous imposerait une vision nette. Nous, on veut pas, ils ne veulent pas qu'on sache où on se dirige, donc on montre qu'il n'y a pas d'horizon, donc il faut qu'on se tourne pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, tout ça, c'est des petites idées qui ont l'air de rien, mais qui nous disent beaucoup de choses sur le personnage. Et donc là, on a à nouveau une cinématique, et cette fois-ci, elle est très importante. Et on va en discuter juste après. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Et un incroyable travelling compensé nous amène vers notre premier ennemi que nous allons affronter. Donc je l'affronte avant de vous parler de la cinématique qu'on vient de voir, pour ne pas briser l'effet saisissant que la cinématique nous a donné à percevoir. Ce que je trouve très intéressant dans la transition entre les deux, c'est bien sûr le fait qu'il n'y a pas de cut. On est vraiment dans la continuité absolue
entre la cinématique et le gameplay, ce qui nous incite aussi au début à être extrêmement pris au dépourvu par l'arrivée de cet ennemi, hein, la première fois. Il y a quelque chose d'extrêmement terrifiant, en fait, en plus avec effectivement, je le disais, ce travelling compensé, qui est évidemment extrêmement fort et qui renvoie effectivement à la réalité enfin, une forme de réalité cinématographique. Et là, vous voyez, bon, étonnamment, j'ai réussi à faire deux choses en même temps. Je ne pensais pas que j'y arriverais. On se retrouve dans une situation où, vous voyez, les ennemis, je ne peux plus du tout les frapper. Et j'en arrive à une situation où je ne peux pas faire autre chose que ça. Ce qui amène à la suite de la cinématique. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is wrought. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Et voilà, là on fait pas le malin. Quand on découvre cette écriture, on se dit oh là là là, ben ça, on est dans un jeu effectivement qui va être compliqué, qui va être stressant, parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le personnage de jeu vidéo ne meurt jamais en réalité, notamment dans le jeu vidéo contemporain, hein, qui est vraiment fait aussi pour un nouveau public, où on essaye toujours de tenir la main au joueur, et effectivement quand il meurt, il renaît avec des points de sauvegarde qui sont extrêmement fréquents, etc. Il y a bel et bien que le studio From Software, hein, qui a vraiment réussi à renouveler les choses à ce niveau-là, et puis bon, tous les successeurs des Souls-like, hein, qui ont repris ces codifications. Hellblade n'est pas du tout un Souls-like pour le coup, mais il y avait cette volonté quand même d'aller vers une sorte de difficulté et donc de mise sous pression du joueur qui est quand même assez satisfaisante pour un joueur. Ça change un petit peu la donne pour le coup et ça change la manière de jouer, évidemment. Alors, commentons un petit peu ce qu'on vient de voir, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que c'est un passage assez central et pivot, hein, dans le jeu. Alors, la cinématique qui précède le combat, déjà, hein, pour y revenir, elle orchestre à nouveau, vous l'avez vu, une rencontre entre Senua et le joueur. Elle se retourne vers la caméra et là, il y a une sorte de son extrêmement sourd qui provoque un sursaut chez le personnage, et elle nous regarde, et là, pour le coup, elle remarque notre présence, elle nous tutoie, elle nous dit, c'est toi qui l'as tué, c'est toi qui l'as pris, etc. Alors évidemment, un premier niveau de lecture amènera à dire qu'elle est en train de s'adresser à la déesse Ela, qui a été évoquée juste avant par la voix off, qui est cette déesse qui règne sur Helheim. Et donc, la caméra représentant une forme de données un peu immatérielle pourrait suggérer la présence de cette déesse. En fait, cette déesse, elle est là, elle est un peu omniprésente. La caméra étant elle-même omniprésente, comme une sorte de corps immatériel, on comprend qu'en fait, elle est en train de s'adresser à la déesse Ela. Bon, premier niveau de lecture, pas très intéressant. On raconte l'histoire, en gros. Mais on pourrait interpréter les choses différemment, d'un point de vue un peu plus méta. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je l'ai dit, Senua, à ce moment-là, elle nous tutoie à proprement parler. Elle nous parle directement. Elle nous dit c'est toi qui as pris le corps de l'amant. Non, mais j'ai rien fait. Enfin, je suis là avec ma manette, je joue. C'est pas moi qui ai tué ton amant. Ta amant, t'es gentil. En plus, je t'aide. C'est moi qui fais tout le boulot. Bon. Mais en fait, quand on y réfléchit, on se dit mais oui, mais j'ai quand même lancé le jeu. Et en lançant le jeu, j'ai lancé cette quête. J'ai lancé la situation. Si j'avais jamais joué au jeu, peut-être que l'amant serait jamais mort et que l'histoire ne serait jamais déroulée. Elle n'aurait pas eu lieu pour moi, cette histoire. Senua nous accuse en quelque sorte de jouer. Senua nous accuse, elle nous dit c'est ta faute, c'est parce que tu joues que j'ai perdu l'être aimé. Tu as une responsabilité morale parce que tu joues à cette histoire et que tu as donc déclenché cette situation.
Et ça, on le comprend effectivement dans cette séquence. Et je pense que cette double lecture fait que cette séquence, et à la fois le jeu, est absolument passionnant. C'est quasiment un jeu sur le jeu vidéo. Il nous parle de psychose, etc., de l'histoire de ce personnage. Mais ça nous parle aussi de notre relation au jeu, de comment est-ce qu'on joue à un jeu et pourquoi on joue à un jeu vidéo. Et qu'est-ce que ça implique de jouer à un jeu vidéo. Et d'ailleurs, la suite de la séquence confirme cette hypothèse, parce que vous avez vu ce qui se passe. Le personnage Shenmue tend la main pour toucher la caméra, et à ce moment-là, elle hurle, et on a cette pourriture noire qui commence à gangréner son bras. Et cette pourriture noire, c'est pour ça que j'ai laissé la cinématique suivante, pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Quand on nous dit, bon, voilà, la pourriture, elle va monter jusqu'à la tête, et quand elle atteint la tête, on meurt. Du coup, c'est quoi? C'est une jauge de vie. Cette pourriture, cette gangrène est une jauge de vie qui est masquée par le game design, mais c'est une jauge de vie. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est parce qu'elle touche le joueur que cette jauge de vie apparaît. On conditionne ce personnage à mourir, en gros. Parce qu'on joue, on conditionne ce personnage à mourir. Et ça nous permet de comprendre en fait que tout personnage de jeu vidéo est un personnage fondamentalement mort, toujours. Un personnage qui est toujours déjà mort. Ce sont des corps thanatomorphes, si je puis dire, les personnages de jeux vidéo. Donc on imagine bien, quand on y réfléchit à un jeu vidéo, on contrôle un perso qui n'a rien demandé à personne et qu'on va faire mourir en boucle. C'est ça un jeu vidéo en fait. Et là, le jeu le commande dans l'intérieur. Il y a de quoi devenir fou. Vous êtes un avatar de jeu et vous êtes contrôlé par quelqu'un qui vous fait mourir en boucle. Bah oui, vous devenez fou en fait. Et c'est ce qui arrive à Senua. C'est aussi une des raisons, une des interprétations qu'on peut donner de sa folie. C'est une folie de personnage de jeu vidéo, à proprement parler. Et donc, c'est ce qui fait comprendre que ce premier combat que je vous ai montré, on est obligé de mourir, en fait. On est obligé de mourir parce que le personnage est déjà mort, concrètement, dans la narration. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cette double cinématique, interrompue par ce combat, mais un combat, en fait, sur lequel on pense avoir encore la main, qui en fait nous résiste encore une fois. C'est un passage de gameplay qui n'en est pas un. Parce que quoi qu'on fasse, on finit par mourir. Donc on ne peut pas gagner à ce moment-là. Revenons du coup au jeu. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. She will fulfill her vow, whatever the cost. He's not leaving. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. On a à nouveau la main sur le jeu, donc composition de mise en jeu ici avec ces deux portes qui opèrent comme un choix. Là, on peut choisir effectivement l'ordre dans lequel on veut affronter les deux divinités. Alors nous, on va aller du côté gauche, au sens de la lecture, mais aussi parce que cette zone est assez intéressante au niveau de la mise en scène. C'est la zone qui concerne Valravan. Valravan, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Alors vous avez vu ici comment le décor est soumis à une sorte de puissance métamorphique, voire dynamogène. Il y a une sorte d'énergie dans l'image comme ça qui le métamorphose, qui le transfère dans une autre réalité. Le monde devient poreux en fait sous nos yeux, comme s'il s'agissait encore une fois d'un voile qu'on déchirerait, qui est destiné à être déchiré. Ce qui va être l'un des enjeux justement de ce maître des illusions qu'est Valravan. La porte s'ouvre d'ailleurs, on le voit sur une zone baignée de lumière qu'on n'arrive pas à distinguer, une sorte de page vierge en fait, sur laquelle tout par essence est possible. Et donc quand on va entrer dans cet espace, eh bien, cette page vierge va prendre l'apparence du monde qu'on va désormais arpenter. Une forêt beaucoup plus accueillante, on va dire, en tout cas beaucoup moins oppressante que précédemment, avec un horizon beaucoup plus ouvert.
qui va en fait nous donner l'impression d'un monde semi-ouvert. Et là, on pourrait se dire, ok, le jeu commence véritablement à ce moment-là. En gros, on va explorer des espaces, etc. Donc on voit une direction qui est donnée ici par un petit chemin de terre, là aussi. Et là, on voit tout au bout du cadre une stèle à nouveau. On se dit, bon, bah, ici, il y a une stèle à récupérer, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce décor, cet environnement, donne l'impression d'une forme de liberté. On a l'impression qu'on peut aller un peu où on veut. Mais en fait, quand on y regarde, on est un peu obligé d'aller toujours au même endroit. Parce que le chemin que j'emprunte ici, c'est en fait le même chemin que j'emprunterais, que j'aurais emprunté si j'avais pris à droite. Les deux chemins qui paraissaient ouvrir vers des zones différentes, et ben en fait, ils mènent toujours au même endroit, ici, à cette espèce de bâtiment dans lequel on va rentrer. Donc tout ça pour vous dire qu'on a cette impression de monde ouvert, on a cette impression de liberté qui va nous être offerte en tant que joueur, et en fait, la liberté nous est refusée, comme pour nous dire, encore une fois, qu'on n'a pas le choix, et que la seule direction qu'on va pouvoir suivre, c'est celle qui est décidée par les game designers, et qui est décidée par le récit intime de Senua. Notons aussi la teneur des décors, on voit bien, on n'a pas trop parlé, mais vous voyez tous ces décors de ruines, etc., qui suggèrent aussi, bien sûr, la ruine mentale du personnage, les ruines mentales du personnage, tout autant que la furie barbare qu'elle a vécue avec les Vikings, etc., qui ne laisse que désolation derrière eux. Tout cela est suggéré, bien sûr, par les éléments de décor qu'on peut, à ce moment-là, admirer de façon un peu plus posée, parce qu'on n'est pas agressé de toutes parts par des ennemis. Donc on finit par se retrouver dans ce bâtiment qui, par sa structure même, va guider notre déplacement, parce qu'encore une fois, bon bah oui, on va pas faire ça. Bon là, on va être un peu limité en termes de gameplay, donc non, on est un peu obligé de suivre la direction qu'on nous offre, une direction qui va nous être donnée par le passage de seuil, l'escalier, etc. Et encore une fois, on le voit toujours, ces surcadrages qui permettent à la fois de pointer la direction, mais aussi d'opérer comme une sorte de clé de lecture sur la question de l'image et du cadre. Parce qu'ici, j'aime beaucoup ce surcadrage parce qu'il donne lieu il permet de voir cette image avec les feuillages et les nuages qui, vous le voyez, est extrêmement photoréaliste. On se demande même si les nuages ne sont pas en prise de vue réelle ici. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement photoréaliste qui donne l'impression presque qu'on est devant un écran de cinéma, en fait, qu'on est en train de nous projeter quelque chose sur un écran. Ce qui fait qu'on a l'impression que ces nuages vont attester de la réalité d'un lieu quasiment photographique. Or, on le sait, la réalité apparente de l'image photographique n'est qu'une réalité apparente, puisque toute image, quelle soit photographique ou non, est une illusion de réalité. C'est une pure inscription graphique d'informations lumineuses sur un support qui n'a rien de réel, en fait. Toute image est une illusion. C'est aussi ça que ce jeu nous dit, en quelque sorte. Alors ce niveau du maître des illusions va reposer sur une autre mécanique de gameplay, encore une fois basée sur des runes. Illusion hides the path to Balravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Vous voyez, cette petite voix off arrive au moment où on a été ébloui par le photoréalisme du décor dans le surcadrage. Et juste après, on dit « Ne crois pas tes yeux, ne crois pas ce qu'il y a en face de toi, car tout est faux, tout est illusion. » Vous voyez comment tout cela est extrêmement organique dans la manière dont c'est conçu. Et effectivement, là, pour ouvrir la porte, alors déjà, le fait d'avoir regardé la rune, vous voyez ce que ça produit sur l'image. Notre cadre qui était extrêmement balisé au départ sur les contours de l'image, on le voit ici, c'est bordé de flou, de lumière un peu irisée. On le voit ici, ces couleurs qui semblent baver un petit peu sur l'image. Tout cela atteste que notre cadre, finalement, perd en réalité. Le cadre paraît presque irréel ici, de plus en plus irréel à mesure qu'on avance, comme si l'image était en elle-même trompeuse, que l'image nous mentait. En fait, tout se passe comme si la caméra de jeu vidéo n'était même plus digne de confiance. Comme si on pouvait même plus faire confiance à cette caméra qui est pourtant là pour nous permettre de jouer. Normalement, on est censé devoir faire confiance à cette caméra. Et ici, on nous dit, non, on va peut-être pas pouvoir faire confiance à la caméra. Donc là, on abaisse ce pont. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un pont ? Alors, autre truc marrant, le pont, il aurait pu déjà être comme ça. Alors on va se dire oui, c'est un temps de chargement, mais c'est pas seulement un temps de chargement, c'est aussi une manière de faire une fameuse composition de mise en jeu. Regardez ce qu'il y a juste au centre de l'image ici, c'est une sorte de totem que l'on voit. Donc on nous incite à nous dire c'est là qu'il faut aller. Donc on va vers le totem et en fait ce totem n'en est pas vraiment un. Illusion, encore une fois, pas vraiment un, pardon. Illusion, c'est en fait un cercle et c'est une forme
encore une fois, de surcadrage, mais cette fois-ci, c'est pas qu'une surinterprétation de ma part, c'est un vrai surcadrage, c'est un vrai cadre dans le cadre qui va en fait révéler une réalité sous-jacente. Le monde change quand on le regarde au travers de ce cadre. C'est quand même tout l'enjeu de cette séquence dont je viens de vous parler. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut se dire c'est uniquement visuel, l'illusion est uniquement visuelle, mais l'illusion est matérielle puisque quand on traverse l'arche, la réalité devient celle qui est vue au travers d'elle. Voilà, le monde a changé, etc. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Donc la mise en abîme, elle est ici assez évidente, puisque le jeu thématise en fait ce que le cinéma et le jeu vidéo produisent par le biais du cadre, et nous amène à nous immerger, en nous amenant à nous immerger dans une fiction. Le cadre cinématographique, le cadre de jeu vidéo, c'est là pour nous immerger. Mais en nous immergeant, effectivement, on nous permet de voir le monde autrement. Quand on nous immerge dans une fiction, on voit la réalité qui était au départ la nôtre d'une autre manière. On a changé notre point de vue sur le monde, on nous a renseigné d'une autre façon sur la manière dont il existe. La réalité qui nous entoure est une réalité qui ne fait pas sens. Le cinéma, le jeu vidéo permettent de donner sens à cette réalité. Et ici, c'est effectivement ce que cette mise en scène permet de nous faire comprendre. Par le jeu, on nous amène à voir différemment le réel, à changer de point de vue, à déplacer notre regard. Et évidemment, quand on révèle ce qu'il y a derrière le voile des images, quand on révèle des choses que ce qu'on ne voit pas dans la réalité, souvent ce qu'on voit, c'est des choses qui ne sont pas toujours très reluisantes, c'est des choses qui sont cachées, qu'on n'assume pas forcément, qui font partie de l'être humain de manière générale, qui sont des travers, des démons métaphoriques qu'il s'agit de comprendre pour mieux les affronter et mieux grandir, mieux être au monde. Et vous allez voir que c'est aussi ce que nous dit la voix off ici. Voilà, les démons effectivement qu'on observe quand on réalise une œuvre d'art, les démons qu'on va exorciser, évidemment, ils nous regardent en retour. Donc forcément, c'est une mise en danger. Toute œuvre d'art est une mise en danger, et on le sait, évidemment. Alors ici, on se retrouve dans cette zone, effectivement, vous voyez, encore une fois, saturée d'éléments un peu agressifs dans l'image, avec cet hôtel en plein milieu du cadre, qui nous impose bien sûr à nous diriger dans cette direction, puisque toute la composition converge vers cet élément de décor, avec ce cadavre reposant sur cet hôtel. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, j'ai pas vraiment de choix, donc qu'est-ce que je fais ? Je me retourne, et tiens, il y a une autre porte. Donc, on comprend que c'est là qu'il faut aller. Alors, évidemment, comme tout à l'heure, c'est ce que je disais, les game designers auraient très bien pu nous faire nous faire entrer dans cette zone. Là, la porte aurait pu s'ouvrir, et on aurait pu, au bout, au lieu d'avoir l'hôtel, avoir la porte. Pourquoi ils ont... Voilà, dans la logique, si la marche à suivre, c'est de franchir l'autre porte, pourquoi ils n'ont pas mis cette porte en ligne droite ? Là, on était censé la voir en ouvrant celle qu'on vient d'ouvrir. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille tout de suite voir la porte. Ils voulaient qu'on voit l'hôtel. La première chose qu'ils voulaient, c'était qu'on soit pris par cette image et qu'on aille voir cet hôtel et que notre déplacement crée un travelling naturel qui vienne agrandir cette image de l'hôtel, qui vient du coup... contaminer l'image dans son intégralité, contaminer le cadre dans son intégralité, pour symboliquement nous faire comprendre que la mort est quelque chose de fondamental dans la compréhension du démon Valraven, qui est en fait un corbeau qui se nourrissait des cadavres sur les champs de bataille. Donc la thématique du sacrifice, etc., est perceptible ou compréhensible via justement cette présence de l'autel à laquelle on nous confronte presque par la force des choses. On insiste sur le cadavre dans la scénographie. Et donc là, quand on veut ouvrir cette porte, à nouveau, les affrontements vont reprendre. Alors, soit dit en passant, on n'a pas trop parlé des affrontements jusqu'à présent. Ils sont intéressants parce qu'ils sont assez limités. On a une série de coups, mais il n'y en a pas 36 000. On a en gros on a une esquive, une parade, on a une esquive avec un des boutons qui permet d'esquiver. Effectivement, la parade ici. On a un coup léger qui est un coup horizontal. On a cette épée qui balaye comme ça le cadre horizontalement, très brutalement, vous le voyez. On a des coups verticaux également. Bon, je vais vous montrer un coup vertical qui sont plus lourds, qui permettent donc de se libérer des personnages. Et on a éventuellement aussi un coup de pied qui permet de déstabiliser l'adversaire.
Et en fait, c'est tout. Il y a uniquement ces configurations de boutons. Donc là, j'ai utilisé les 4 ou 5 boutons de la manette. Donc, vous voyez que c'est finalement assez limité, assez répétitif, parce que vous voyez, les ennemis, ils arrivent en boucle, il y en a énormément, etc. Et ça n'en finit pas, mais on a vraiment cette impression qu'on ne pourra pas jamais s'en sortir, qu'ils reviennent constamment. Et en fait, cette répétitivité, qui pourrait passer pour être un défaut de gameplay, parce que quand on arrive au bout de 8-9 heures de jeu avec uniquement ces affrontements-là, avec des démons qui se ressemblent la plupart du temps, on peut commencer à se dire, bon, ça commence à être un petit peu lassant. Bah oui, mais en même temps, c'est très juste par rapport à ce que raconte cette histoire, c'est-à-dire ce personnage qui est obsédé par des démons qui la hantent et qui reviennent en boucle, justement, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Et cette lutte obsessionnelle, c'est aussi la lutte des personnes atteintes de psychose. Donc c'est, vous voyez, une façon par le gameplay de faire ressentir cette répétitivité mentale, ou en tout cas de relation au monde, que peuvent ressentir ces personnes. Et vous avez remarqué qu'une fois que je me suis débarrassé de ces démons, qu'est-ce qui s'est passé ? Le soleil s'est levé. Comme si la brume et l'obscurité s'étaient dissipées pour laisser la place à une petite éclaircie dans justement la vie du personnage. Alors là, je peux désormais franchir la porte. On va retrouver la même mécanique de gameplay à partir de ces écrans qui transforment le monde. Je vais aller un tout petit peu plus rapidement là-dessus parce qu'on a déjà vu la mécanique. Elle fonctionne de la même façon avec cette idée que l'image, voilà, vous voyez, je fais donc exister ce trou dans le mur qui n'était pas là auparavant. On a toujours cette image qui va être hantée par des éléments qu'il va falloir chercher. Donc là, en gros, on nous demande de chercher des composantes d'une sorte de sigle, de corbeau, en fait, qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Vous voyez, c'est ces éléments qu'on voit ici, qui paraissent hantés mythologiquement par les surimpressions. Et ici, on va pouvoir, de cette manière, ouvrir la porte. Donc il s'agit toujours de modifier l'état de la réalité, de s'y adapter. Et ça va nous permettre donc d'accéder à la zone suivante où on va avoir un élément qui va être un petit peu différent. C'est qu'on va avoir un nouveau personnage qui va apparaître, en tout cas un nouvel ennemi, qui est le personnage de Valraven, justement. Donc, toujours la même mécanique, la porte que je vais observer pour déclencher le script qui va me permettre donc ensuite d'aller chercher les corbeaux. Et donc là, je vais aller chercher les corbeaux dans cette zone semi-ouverte, et vous allez voir que là, pour le coup, il y a quelque chose d'un peu différent qui va se passer. On a à nouveau cette arche qui va nous permettre de voir différemment les choses et donc de creuser un trou dans le mur. Je me dirige vers là. Donc je révèle, je casse le voile des illusions, et regardez bien ce qui va se passer à ce moment-là. On va nous suggérer la présence de Valraven. If you hear the song of Valraven, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Donc là, en gros, on nous dit qu'il faut faire confiance à nos yeux. Et regardez bien ce qui se passe. Je passe cette porte, et donc là, j'ai rien. J'ai toujours des rochers, etc. Et si je continue à évoluer dans l'espace, voici ce que je vais révéler par la force des choses. Valraven est ici. Vous voyez que sa mise en scène est assez étonnante parce qu'il n'est pas du tout mis en valeur, il apparaît presque au détour du cadre, et surtout il apparaît à la faveur d'un panoramique, et qui est un panoramique qui est décidé par moi, c'est pas une cinématique, puisque là, je suis obligé de faire un panoramique, parce que le rocher ne peut pas me permettre d'aller tout droit. Donc je tourne ma caméra, et du coup je révèle le personnage par un panoramique, et il apparaît dans le sens inverse de la lecture de l'image, ce qui crée une forme de surprise, on ne s'attend pas du tout à le voir là, donc on va se diriger vers lui. On ne dégaine pas notre épée, donc on se dit qu'il n'y a pas forcément y avoir d'affrontement. Et la descente de cet escalier, regardez ce qui se passe, ça me place en contre-plongée vis-à-vis de lui. Donc on a cette impression que le personnage est extrêmement puissant, qu'il a le dessus sur nous. C'est en plus amplifié par cette idée géniale de mettre cet arbre en plein milieu avec ses branches qui donne l'impression de fêlure. On a l'impression que notre écran est brisé. C'est intéressant parce que Valraven est le personnage qui brise justement notre confiance dans l'image. Et du coup, c'est comme si notre écran de télévision était cassé, qu'il y avait une logique qui ne fonctionnait plus. Et en fait, quand je perds de vue le personnage, voilà, il disparaît, il devient une sorte de totem. Et quand on va observer ce totem, on va s'apercevoir qu'il montre
des directions, et la seule façon d'avancer dans ce niveau, c'est de suivre ce qu'il nous montre, et ce qu'il nous montre, eh bien, c'est donc ces fameuses arches qui transforment la réalité. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la manière dont ces arches transforment la réalité, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel type de modification du réel. On fait tomber des barrières. Vous voyez là, les barrières qu'on voit, ces espèces de murs là, de ruines, eh bien, quand je passe sous les arches, elles disparaissent. On a cette impression qu'on fait tomber des barrières visuelles constamment avec cette mécanique de jeu. Et cette disparition des barrières, elle est à commenter parce que ces barrières, c'est quand même elles qui nous ont guidés au début. Tous les jeux vidéo sont guidés par ces barrières. Vous voyez, c'est des zones dans lesquelles je ne peux pas aller, donc forcément, je vais suivre le chemin qui m'est imposé par ces différentes barrières. Et c'est elles qui permettent de comprendre le chemin à suivre. Là, par exemple, si je décide d'aller tout droit, vous voyez bien que j'ai une zone qui est inaccessible, j'ai ce mur que je ne peux pas escalader. Le décor me contraint, la barrière me contraint. La seule façon que j'ai de passer, je vois bien, c'est ce pont qui est ici. Donc tout est fait ici pour qu'on comprenne que ces barrières, effectivement, elles sont là pour nous contraindre, pour nous obliger à aller dans certaines directions. C'est parce qu'elles existent, en fait, que nous sommes naturellement dirigés dans le jeu sans même nous en apercevoir. Et en fait, le truc, c'est que Senua, elle peut voir au-delà de ces barrières, pas seulement grâce à Valraven, parce qu'on a vu que ça précède en fait son apparition, mais elle peut voir au-delà de ces barrières aussi parce que c'est un personnage qui est en dehors du monde, qui est à côté du monde, qui n'en fait plus vraiment partie. Et vous allez voir que c'est aussi ce que va nous dire la voix off à ce moment-là. Is she lost? Maybe the first time. Last winter, before the tragedy. She journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gallant. Some, like Truth, become gallant in search of penance. Others, like Senua, purge a curse. Those who make it back are forever changed. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on nous explique que le personnage de Senua est une Gelt, du coup, ce personnage qui a vécu reclus, qui a vécu en dehors du monde, en dehors à côté des humains, mais sans eux. Et c'est ce qui lui permet justement d'avoir cette vision particulière. Et cette vision, elle est à la fois mythologique, on le comprend, mais elle est aussi métaphorique. Elle représente encore une fois la façon dont ce personnage-là perçoit la réalité. Donc toujours la même mécanique, vous voyez ici, ça fait apparaître un escalier. Donc je continue à aller dans ce sens, avec toujours la voix, les voix qui nous expliquent qu'on est dans la bonne direction, qu'on a trouvé la solution qui nous permet d'avancer. Donc tout ça m'amène à dire que ce que ce passage sur Valraven nous fait comprendre, c'est que dans un jeu vidéo, on croit être libre. Bien souvent, on nous parle de monde ouvert, de degré de liberté, etc. On croit être libre dans un jeu vidéo, mais on n'est jamais complètement libre dans un jeu. Le level design contraint toujours nos déplacements, par des portes qu'il faut ouvrir, par des murs qu'il faut longer, etc., etc. Et ici, le personnage prend conscience de cet état de fait, et il cherche à s'en libérer, du coup, c'est ce que l'on voit. Mais ce qui est assez génial, c'est que cette liberté nouvelle acquise par le personnage, eh bien, elle est illusoire, cette liberté, parce que elle croit voir au travers du monde. Du coup, on révèle quelque chose qui était caché, mais c'est révélé par quoi ? C'est révélé par des arches qui nous disent où regarder, qui nous disent c'est ça qu'il faut faire, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc on croit en fait avoir le dessus sur le jeu, on croit triompher des énigmes, mais en fait, c'est quelqu'un qui nous guide, c'est quelqu'un qui nous oblige à agir de la sorte, qui nous oblige à évoluer de la sorte. On n'a absolument pas le contrôle sur ce qui se passe dans ce jeu. Senua, c'est en ce sens pour moi un personnage qui est un personnage tragique par essence. Un personnage qui croit avoir le contrôle. Tous les personnages tragiques croient qu'ils maîtrisent la situation, alors qu'en fait, ils sont le jouet du destin. Et ici, le destin, c'est évidemment les game designers qui ont décidé de ce qu'était Senua, de ce qu'elle allait vivre, etc. Donc sa tragédie, la tragédie de ce personnage, elle vient de ce qu'elle croit être libre, de ce qu'elle croit voir au-delà des illusions, au-delà du réel, mais qu'en fait, cette liberté, elle est illusoire, elle est contrôlée par ce qu'elle est, par ce qu'elle a vécu, etc. Et donc par une sorte de divinité qui la contrôle. Et cette divinité dans le jeu, c'est Ella, bien sûr, mais pour nous, joueurs, c'est les game designers. Alors j'aimerais conclure en évoquant un autre aspect dont je n'ai pas vraiment parlé, et vous en êtes sans doute aperçu à mesure que je jouais.
c'est que le jeu est un gigantesque plan séquence. Vous avez repéré qu'il n'y a pas eu un seul cut, il n'y a pas eu un seul effet de montage entre les cinématiques et les moments de gameplay. Donc on accompagne le personnage constamment, hein, on est dans une forme de refus du montage, qui peut parfois au cinéma passer pour une affaîtrie stylistique ou sur quelque chose d'un petit peu gratuit. Mais ici il me semble que ce ne soit pas le cas, hein. Cette volonté de jouer sur le plan séquence a du sens, ça nous dit quelque chose, puisque l'intérêt c'est véritablement de vivre de l'intérieur l'aventure de Senua, donc de partager en fait avec elle son appréhension du temps. Et en nous faisant vivre cette aventure en temps réel, donc, on comprend que Senua, elle est dans un cheminement, dans un voyage long, laborieux, sans ellipse, et que le monde est expérimenté comme tel, dans sa dimension abrupte, dans son âpreté. Et il n'est pas recomposé mentalement comme avec le montage, qui redonne du sens à ce que l'on observe. Et c'est ce qui fait que Hellblade, c'est pas toujours un jeu qui est très agréable à jouer. C'est ce que je disais. Hein, parfois, on fait beaucoup d'allers-retours, on a des niveaux qui sont très très longs à arpenter, etc. Avant de trouver une énigme, il faut visiter énormément. Quand on trouve pas les runes, c'est un peu agaçant. Quand on se confronte aux ennemis, c'est un peu répétitif, etc. Mais en fait, ces défauts ludiques, je l'aurais dit, hein, participent en réalité de la pertinence artistique du jeu, qui apparaît comme une expérience du corps. C'est un jeu qui offre une expérience du corps, qui se confronte à une réalité âpre. Et à ce titre, le film que vous allez voir pour la plupart d'entre vous juste après est pas loin du tout. On est dans cette confrontation à une réalité difficile, âpre et compliquée. Et cette confrontation à cette réalité permet de se transcender en fait et d'accéder à un autre niveau de réalité, un autre monde, hein, qui était jusque-là caché. Voilà, je vous remercie. Donc il y a un petit temps pour des questions, 1 ou 2 questions si vous souhaitez. Bonjour, merci pour cette petite conférence. Moi j'avais fait le jeu 2-3 fois, j'avais adoré ce jeu. Mais j'avais une petite frustration, c'est qu'il n'y a pas de voix française. Et du coup, en tant que Français, on doit lire en même temps qu'on joue. Du coup, il y a une autre touche de difficulté en plus rajoutée à ça. Du coup, je me demande si c'était une volonté artistique ou même une question de budget, peut-être, plutôt de la part du studio. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce qui a justifié le fait qu'il n'y ait pas de version française. Peut-être pour accentuer la dimension de la performance de Melina Juergens. La peur peut-être qu'avec la VF, on perde justement la dimension performative. Parce que la performance capture qui est utilisée pour tourner, c'est à la fois les mouvements de corps, mais c'est aussi la voix, évidemment, qui est extrêmement... En plus, voilà, dans des moments où elle parle, où elle hurle, il y a des choses extrêmement fortes. C'est peut-être ça. Alors... Effectivement, je vous rejoins, notamment dans un jeu vidéo où souvent les sous-titres sont très petits. Et là, il y a la voix off où les sous-titres sont en bas, mais toutes les voix qui se superposent se situent en haut de l'écran. Alors c'est intéressant comment on spatialise dans le cadre justement ces sous-titres, mais ça peut produire effectivement une sorte de frustration, de difficulté en fait à se repérer, mais qui à mon sens participe justement de l'état de trouble du personnage, qui ne sait pas trop où donner de la tête, qui ne sait pas trop quoi écouter, etc. Donc le fait de ne pas avoir le temps de tout lire, c'est pas si grave en fait, parce que c'est exactement ce que le personnage doit ressentir en fait. Voilà. Mais par contre, la question est intéressante. Pourquoi il n'y a pas de VF, ça, je ne sais pas, concrètement. Ouais, il y a une question là-bas. Oui, moi je me demandais le mode photo, vu que c'est un jeu très contemplatif et on voit tout le temps mode photo ici. Ouais. Alors les modes photo, c'est dans la plupart des jeux AAA, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est un mode qui permet, quand on est dans le jeu, de prendre des photos et donc ensuite de les montrer sur les réseaux sociaux, etc., de faire les plus belles photos en fait. Alors c'est des modes qui sont intéressants parce qu'ils viennent du fait justement que les jeux sont réalisés avec des moteurs graphiques extrêmement puissants qui permettent des images photoréalistes et qui permettent donc l'état contemplatif dans lequel on peut se trouver dans un jeu comme celui-ci. Alors souvent dans les jeux, alors c'est pas le cas dans celui-ci, souvent dans les jeux, il y a des moments qui sollicitent ce mode photo, par exemple des moments où les personnages se retrouvent face à un panorama et qui discutent du panorama, ils disent « Oh, c'est beau quand même !» Et en fait, ils commentent ce que font les concepteurs des graphismes, évidemment. Et donc le mode photo se justifie dans ces moments-là, sachant qu'il est aussi utilisé par des artistes qui parfois font des expositions de photos, donc comme des expositions de photos avec des photos avec des appareils, mais avec des photos tirées de jeux vidéo.
mais vraiment dans une logique de se dire que ce monde-là, il a une existence, et donc on peut le photographier, on peut poser un regard dessus, comme on l'aurait fait dans la réalité. Ça a été fait notamment à Lausanne, il n'y a pas si longtemps que ça, une expo en extérieur, avec des images tirées de je ne sais plus quel jeu d'ailleurs. Ah si, c'était Death Stranding de Hideo Kojima. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question. Alors, le studio, je ne le connais pas. Et ma question, c'était de savoir comment ce jeu-là s'inscrit dans ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils feront après. Alors, juste avant, ils ont fait un remake de Devil May Cry, si je ne dis pas de bêtises, qui est un jeu qui avait été un peu une excroissance de Resident Evil à l'époque, qui est devenu une sorte de jeu d'action ultra spectaculaire. Et ils avaient fait, je crois, le remake du premier épisode. Alors, je pourrais vérifier, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais je crois. Ou alors c'était un épisode de Devil May Cry, je ne sais plus, qui est quand même relativement différent. C'était un jeu beaucoup plus spectaculaire, qui s'inscrivait beaucoup plus dans les logiques de AAA traditionnelles, en fait. Par contre, c'est après. Hellblade va avoir un impact énorme sur Ninja Theory parce que par la suite, ils vont en fait plutôt créer des expériences ludiques qui étaient là pour justement expérimenter des symptômes de pathologie mentale en fait, de psychose, etc. Et de permettre aux jeux vidéo de devenir un outil presque médical, d'essayer de réfléchir grâce aux jeux vidéo à la manière dont les personnes vivent ces psychoses. Et c'est pour ça que je disais au début qu'ils ont travaillé avec un psychiatre, avec un spécialiste en neurosciences. Et en fait, là, ils ont développé, je crois, 2 ou 3 projets très indépendants où, justement, ils travaillent cette question-là en profondeur. Et puis là, ils vont sortir Hellblade 2 d'ici 1 mois ou 2, je crois. Donc, on est dans une actualité aussi du studio. Et le concepteur, t'as même Anthony Hades a clairement dit que le 2e épisode ferait passer le premier pour un prototype, tellement le photoréalisme atteint des cimes. Ce qui est toujours assez amusant parce que quand on voit ces images-là, on se dit que c'est déjà un aboutissement absolu. Enfin, c'est des images qui n'ont absolument pas vieilli. Il y a des moments qui sont vraiment troublants. Et on arrive à un stade où les avancées de photoréalisme, on ne sait pas trop ce que ça va apporter de plus en réalité. Mais voilà, pour vous répondre, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais ils sont vraiment investis dans cette question de la santé mentale qui est hyper importante dans leur travail aujourd'hui. D'accord. Et le jeu, il a fonctionné commercialement je crois qu'Hellblade ça a été plutôt un succès. Alors très critique. Le succès a été très critique. Tout le monde a vraiment plébiscité le jeu par rapport à ce qu'il proposait, par rapport à sa proposition. Mais je crois qu'il a plutôt bien fonctionné, ce qui a permis au studio de faire Hellblade 2. Ils n'auraient pas fait le 2 si le jeu n'avait pas marché. Donc je ne sais pas exactement quel a été le degré de réussite. C'est pas un jeu qui a coûté extrêmement cher. C'est une petite équipe quand même. Mais là, ils ont, je sais plus, triplé, quadruplé en volume justement grâce à ce succès pour le coup. Moi, juste une anecdote marrante à raconter. C'est que, alors, j'ai voulu y jouer sur PS4, donc j'ai acheté le jeu. C'était récemment, et en fait, c'est le seul jeu qui, quand je le mets dans mon lecteur, il fait un bruit pas possible. Genre, j'avais l'impression que ça allait exploser ma console. Donc, j'avais fait un peu de recherche et j'ai vu que c'était apparemment le seul qui faisait ça. Comme, je sais pas, elle entend des voix qu'elle est la seule à entendre. Et c'est le seul jeu qui fait un boucan pas possible. Pourtant, je sais pas, je mets d'autres jeux, Red Dead 2, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bruit. Donc je l'ai acheté sur PC, j'ai fini, mais j'ai jamais osé le lancer. Je sais pas. Un jeu maudit. Enfin, je l'ai fini, mais je l'ai pas lancé sur PS4, je voulais vraiment pas niquer mon lecteur. Mais c'était drôle sur ce jeu. Un jeu qui résiste, encore une fois, qui résiste même à la console pour le coup. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'était drôle sur le coup. Ouais, c'est intéressant. Alors, bonjour tout d'abord et merci pour cette présentation. Je trouvais intéressant, si possible, de rebondir un peu, car l'année suivante, si je ne me trompe pas, il y a la suite de God of War qui est sortie et qui réutilise... Alors, vous avez terminé en parlant du plan séquence sans cut, et ce jeu réutilise exactement les mêmes codes, on se place même dans la mythologie nordique. Au final, on a 2 jeux qui sont très similaires dans leur présentation visuelle. Et concernant les durées de développement, on ne peut pas vraiment parler de copie. Mais au final, est-ce que ces 2 jeux n'ont pas essayé de dire la même chose au même moment ? Alors, je ne sais pas s'ils ont essayé de dire la même chose, parce qu'ils sont quand même assez différents sur le fond, sur ce qu'ils racontent. Sur God of War, on est quand même plus sur une question de deuil. Donc c'est plutôt, c'est pas exactement la même chose. Là, c'est le refus d'un deuil, alors que dans God of War, c'est l'acceptation d'un deuil. Donc il y a quelque chose qui est un tout petit peu différent.
Par contre, effectivement, le fait d'aller du côté de la mythologie nordique, c'est assez symptomatique, effectivement, de ce que ces développeurs ont voulu faire les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas du tout s'ils ont communiqué à un moment donné sur ce qu'ils ont voulu faire. Par contre, le traitement quand même visuel est très différent. C'est-à-dire que quand même God of War est beaucoup plus dans des territoires enneigés. Là, on est quand même sur une représentation qui est très très différente, hein, beaucoup plus oppressante que celle de God of War. Par contre, il y a ce traitement du plan séquence, en effet, qui dans God of War permet, là encore, de se mettre au niveau de ce personnage pour une autre raison, pour le coup, c'est que God of War, les épisodes originaux, insistaient plutôt sur la dimension divine de ce personnage qui était surpuissant. Donc on avait des caméras très éloignées de lui pour montrer l'étendue de sa puissance et de ses super pouvoirs. Alors que dans celui-là, on va être collé à lui, comme Senua ici, hein, avec ces plans filmés en plan quasiment américain, avec cette volonté d'être collé à son corps pour montrer que ce personnage devient humain. C'est une réflexion sur l'humanisation d'un dieu, le God of War 2018. Et du même coup, ces choix, ils sont intéressants parce qu'ils ne disent pas exactement la même chose, mais ils témoignent tous les deux quand même d'une forme d'humanisation très forte de leur personnage. Et on vit l'aventure avec eux de cette manière-là parce qu'on les perçoit comme des humains, parce que justement, ils nous paraissent très proches, parce qu'il n'y a pas de cut, on est vraiment dans la continuité d'un mouvement, d'une temporalité, on expérimente avec eux les choses, et on ressent dans notre propre corps ce qu'eux aussi peuvent ressentir en termes de durée. Donc le plan séquence, il a sans doute ce rôle-là à jouer. Ce serait intéressant de voir si les studios ont communiqué entre eux à cette époque-là, ou alors c'était un effet de mode, je ne sais pas. C'est assez étonnant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. On vous libère parce qu'il y a une séance qui va suivre. Une séance présentée par Jean-Baptiste, donc ne vous inquiétez pas, on le retrouve au 3e étage. À tout de suite.